Il est 12h, mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Le Tchad a entamé le retrait progressif de ses quelques 2000 soldats engagés au Mali. Le président par intérim malien Dioncounda Traoré a rencontré hier les premiers éléments qui ont regagné le Bercail. C'était à Massakouri, à une centaine de kilomètres de N'Djamena. Lutter contre le chômage et la pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du FNJ, le Fonds national de la jeunesse, qui finance des micro-projets destinés aux jeunes. Le FNJ vient de bénéficier du soutien d'une structure bancaire de la place. Les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis ce week-end au Tchad pour le 16e sommet du SILS. En marge de cette rencontre de haut niveau, le président malien par intérim Dioncounda Traoré s'est rendu à Massakouri, à une centaine de kilomètres de N'Djamena, pour exprimer la satisfaction et la reconnaissance du peuple malien aux soldats tchadiens de retour du nord du Mali. Ils sont 500 éléments de l'escadron blindé à regagner le Bercail après des combats durs et sanglants. Voilà, je vous propose d'écouter ici le professeur Dioncounda Traoré. Laissez-moi vous répéter, ici sur les bords du Logone oriental, une formule que nous avons en partage dans cette grande famille de l'islam qui est facteur d'intégration et non de division. Al-Barka. Merci président Déby. Merci au grand peuple tchadien. Merci à la grande armée du Tchad. Le Mali se relève avec l'aide du Tchad, l'aide du président Déby, l'aide de l'armée tchadienne, dont l'engagement et le sacrifice ont permis d'écrire une des plus belles pages de la fraternité entre les hommes, entre les frères et entre les peuples. Sachez, frères et sœurs du Tchad, que le Mali, que vous avez aidé, le Mali est un pays qui a le sens de l'honneur. Il n'oublie jamais sa dette et il ne mord jamais la main qui lui est tendue. C'est ce Mali qui vient aujourd'hui, parmi vous, pour vous saluer. Saluer votre président, saluer votre gouvernement, saluer votre parlement et vous saluer. Et pendant ces temps, au Mali, le passage de témoins se prépare avec la formation accélérée des soldats. Un premier bataillon bénéficié après plusieurs semaines de formation par des instructeurs européens. Au camp militaire de Koulikoro, à une soixantaine de kilomètres de Bamako, ces soldats maliens sont maintenant bien rodés. Cela fait plusieurs semaines qu'ils sont formés par des instructeurs européens dans le cadre de la mission de reconstruction de l'armée malienne. Nous, on est reparti tout à zéro, donc on a repris la formation de base. Et là, au bout d'un mois et demi maintenant, le résultat commence vraiment à être satisfaisant. Boum, boum, boum. Clic, je suis à la cinquième. Une formation de base pour certains et un rappel pour d'autres. 700 soldats issus des différents corps de l'armée malienne font partie de ce premier bataillon. L'entraînement s'accélère, mais les militaires ici présents sont tous volontaires et très motivés. Oui, j'ai appris plein de choses ici, avec les nouvelles méthodes de combat, avec les nouvelles manières de charger les armes. Maniement d'armes, formation au combat, mais pas seulement. Au programme aussi, des cours de droit international humanitaire avant le passage sur le terrain. Il est très bon que les éléments vraiment s'approprient les notions essentielles au droit international humanitaire ou au droit de conflits armés qui protègent les militaires, qui protègent les civils pendant la période de crise. Un rappel des règles pour l'armée malienne, parfois accusée d'exaction. Ils sont conscients que leur pays est passé à côté d'une catastrophe et donc il faut changer. Il faut changer la méthode de fonctionnement de l'armée pour éviter que cette catastrophe puisse se reproduire demain. Ce premier bataillon de l'armée sera prêt début juin pour se rendre dans le nord du Mali. D'autres sessions de formation continueront pour les soldats maliens à Koulikoro.
Au Burkina Faso, le braconnage prend de plus en plus d'ampleur dans les réserves et les aires protégées à l'est du pays. Pour mettre fin à ce phénomène et préserver les espèces fauniques, l'Union européenne, le système des Nations Unies et l'État burkinabé ont financé le programme d'appui au parc de l'Entente pour lutter efficacement contre le phénomène. Et dans ce cadre, les forestiers de l'Est viennent de bénéficier d'une formation et de matériel. Plus de 250 espèces d'animaux, dont des éléphants et des lions, et 450 espèces d'oiseaux vivent dans ces aires protégées. Mais cette richesse touristique et faunique est de plus en plus menacée par le braconnage qui prend des proportions inquiétantes. En 2011, par exemple, au nord de la Tapua, plus précisément dans la province de la Tapua, on avait 6 abattages, 6 éléphants braconnés en 2011. En 2012, on les montait à une vingtaine. Et en 2013, déjà, on a près de 13. En dehors des éléphants, les espèces les plus braconnées, c'est les grandes antilopes, notamment les hippopotames que nous appelons koba, les cobs de Fassa, dans une certaine mesure, et aussi, surtout les antilopes moyennes, les cobs de Buffon, qui sont vraiment quand même très importants au niveau de la région de l'Est. Si rien n'est fait pour endiguer les phénomènes, certains de ces animaux vont tout simplement disparaître. Il se trouve que souvent, le personnel en charge de la gestion de ces aires protégées n'a pas toujours les aptitudes appropriées pour faire face à toutes les situations. Et comme dans ce cadre-là, dans ce contexte, il est clair que les résultats sont très mitigés. Également, même, ça constitue une insécurité pour ces agents. Donc, il faudrait effectivement voir comment renforcer les compétences de ce personnel-là pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission de surveillance afin effectivement de minimiser ce phénomène. Le programme d'appui au parc de l'Entente va s'étaler sur 30 mois. Il est financé à hauteur de 1,583 milliard de francs CFA par l'Union européenne, le PNUD et l'État burkinabé. Son principal objectif est d'assurer la gestion coordonnée des aires protégées du complexe écologique Pendiari. En Libye, le travail a repris au ministère des Affaires étrangères et de la Justice. Cela après 2 semaines de siège des bâtiments. Les miliciens ont quitté les lieux après avoir obtenu une loi bannissant de la vie politique les anciens collaborateurs du régime Kadhafi. Ils demandaient le départ du Premier ministre Ali Zeidan qui, pour sa part, a annoncé un prochain remaniement ministériel. Voilà 16 ans jour pour jour que Michel Atangana est détenu au Cameroun. En 1997, ce Français d'origine camerounaise avait été condamné à 15 années de prison pour détournement de fonds. Puis l'an dernier à 20 années supplémentaires. La Cour suprême aurait dû se prononcer début avril sur la légalité de ce second procès. Or, elle n'a toujours pas reçu le dossier judiciaire selon le président du comité français des soutiens, Dominique Sopo, que je vous propose d'écouter. La Cour suprême n'a même pas encore enregistré l'affaire, puisque le dossier n'a toujours pas été transmis du tribunal de grande instance de Yaoundé, qui a condamné Michel Atangana et qui, paraît-il, a un problème de photocopieuse et de cartouche d'encre et donc ne peut pas transmettre le dossier à la Cour suprême. Donc on voit bien qu'il y a des manœuvres dilatoires qui sont menées pour que ce dossier n'avance pas, malgré les promesses qui ont été faites. La grande surprise du pouvoir camerounais, c'est que Michel Atangana ne s'est pas effondré en prison, et c'est une personne qui reprend espoir parce que François Hollande s'est saisi de son cas, lui a écrit, un comité de soutien s'est monté en France, et donc malgré les tergiversations et les manœuvres dilatoires du pouvoir camerounais, c'est une personne qui a l'espoir de sortir. Voilà, je l'annonçais un titre dans le cadre de sa mission de financement des micro-projets destinés aux jeunes. Le Fonds national de la jeunesse FNJ en Côte d'Ivoire bénéficie du soutien d'une structure bancaire de la place. Ensemble, les 2 structures s'engagent à lutter contre le chômage et la pauvreté. Une convention de partenariat vient d'être signée récemment pour renforcer cette coopération. Besso Francis est titulaire du brevet de technicien supérieur option télécommunication. À 35 ans, il n'a jamais connu d'emploi. Il s'engage donc dans une activité informelle, le commerce d'accessoires informatiques. J'ai déposé aussi la demande d'emploi.
Donc c'est ce que j'attends, que m'en sort, vraiment sort. C'est ça que je prends pour payer ma maison, mon loyer, et puis je me nourris avec. Comme lui, ce sont environ 4 500 000 jeunes Ivoiriens qui sont en quête d'emploi. Une situation préoccupante pour le gouvernement. Le Fonds national de la jeunesse, FNJ, s'engage à résoudre ce problème à travers la promotion et le financement des projets pour les jeunes. Le FNJ est soutenu dans sa politique par une banque de la place. Ne pas céder au découragement car l'horizon est désormais dégagé pour ceux qui ont pris la mesure de la nécessité de s'éloigner de la facilité afin de prendre en main leur destin. Parce qu'entreprendre, c'est prendre en main son destin, c'est prendre des risques. Et le FNJ est à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire qui sont prêts à prendre des risques. Il est important que les jeunes promoteurs comprennent que le remboursement des sommes qui seront mises à leur disposition est un impératif pour nous tous. Parce qu'il ne sert à rien de continuer à mettre des fonds si ces fonds sont mis à perte. Il faudrait que nous pensions également à ceux qui viennent après nous. Depuis sa création en 2012, seulement une centaine de projets ont été réceptionnés par le Fonds national de la jeunesse. Une quarantaine sera financée dans les jours à venir grâce à la signature de cette convention. Seul un peu plus d'un Rwandais sur 10 est raccordé au réseau électrique, mais près de la moitié de la population possède un téléphone portable. Recharger son appareil n'est plus une équation impossible. De bornes collectives ont vu le jour, écologique et 100% national. Ça ressemble à un distributeur de boissons ou à une pompe à essence. Et pourtant, cette borne blanche est un chargeur de portable collectif. C'est un produit innovant et parfaitement écologique. Il est fait de matières recyclées et il utilise uniquement des énergies renouvelables. De l'énergie solaire la plupart du temps et, si la météo ne le permet plus, la force du bras. Une machine qui est très demandée. En ce qui concerne la clientèle, les jours ne se ressemblent pas. Quand il n'y a pas de courant, on a encore plus de clients que d'habitude. Pour un chargement de téléphone, on ne demande que 100 francs rwandais. Il faut dire que les besoins en la matière sont immenses lorsque l'on sait que près de la moitié des Rwandais possèdent un téléphone portable, mais que seulement 14% de la population est raccordée au réseau électrique. Un réseau qui subit de nombreuses coupures. Avant d'avoir cette machine, c'était un handicap car il n'y avait pas de courant et on devait aller chercher les endroits où on utilise les générateurs d'électricité et il n'y en a pas beaucoup. Pour ma part, je dirais que cette machine m'a beaucoup aidé. Quand il n'y a pas de courant, on s'en sert pour charger nos téléphones en peu de temps. En 30 minutes, le téléphone est chargé et on peut reprendre la route. Cette machine peut aussi être utile dans les campagnes. Ça peut aider les gens qui utilisent les portables à aller de l'avant. Cette borne qui peut charger 16 portables simultanément est de conception rwandaise. Elle a été développée par Ared, une société basée à Kigali, et son concepteur, Henri Nyakarundi, un Rwandais formé aux États-Unis, en est fier. Il est temps que l'Afrique crée ses propres produits. Non seulement crée, mais développe et manufacture ses propres produits. Il est temps que l'Afrique prenne en main. Le futur de l'Afrique dépendra de l'Africain. Pas de l'Europe, pas des États-Unis, mais de l'Afrique, pas de la Chine. Il est temps qu'on développe vraiment des ingénieurs, des entrepreneurs africains. Si les premiers prototypes ont été rassemblés en Pologne, le produit devrait bientôt devenir 100% rwandais. Dès le mois prochain, une usine devrait ouvrir pour fabriquer ces bornes. La mécanique était autrefois la particularité des hommes, mais de nos jours, ce métier intéresse aussi de plus en plus les femmes. Notre équipe à Dakar a été à la rencontre de jumelles. Elles sont sénégalaises et toutes deux mécaniciennes. Suivons leur reportage. La mécanique n'est plus l'apanage des hommes. En effet, la gente féminine qui était jadis cloîtrée dans les foyers effectuant les tâches ménagères pratique aujourd'hui des activités qualifiées dans le temps de métiers d'hommes. À l'image des jumelles Fatou et Fatou, toutes garagistes, les femmes s'investissent peu à peu dans ce métier. J'ai commencé la mécanique en 1995. La mécanique, c'est un métier noble. C'est un métier qui demande beaucoup de courage et que j'adore depuis que j'étais petite. Être femme, être mécanicienne, c'est un peu dur parce que ça demande de la force, ça demande de la technique. Au garage Fatou Fatou, la mécanique est une passion. Les mécaniciennes s'activent autour des voitures très dynamiques et n'hésitent pas à s'allonger en dessous des voitures pour affiner les diagnostics des pannes à réparer.
Un métier certes difficile, mais nos garagistes invitent les femmes qui le souhaitent à embrasser ce travail noble. Je leur dis tout simplement que c'est un métier bien vrai qui demande de la force, mais il n'y a pas quoi avoir peur parce que c'est pas aussi difficile. Qui veut peut. Dans la vie, il faut s'imposer, il faut se croire soi-même. Donc, je pense que c'est pas facile, mais avec beaucoup de courage, on peut arriver. Au XXIe siècle, il n'y a plus un métier réservé aux hommes. Ce que homme peut, femme peut. Voilà qui est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.